Salut les chicos et les chicas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec un thème bien précis, à savoir l'Erasmus et son traitement au cinéma dans le film L'Auberge espagnole de Cédric Klapisch. Comme je vous le disais, du coup aujourd'hui on parle de L'Auberge espagnole, un film culte du cinéma français, donc j'imagine que vous serez nombreux à l'avoir vu. C'est un film qui est sorti déjà il y a pas mal de temps puisque c'était justement les débuts du programme Erasmus dont parle le film. Vous demandez qui est Erasmus. J'ai regardé sur internet parce que je savais pas non plus. Et très franchement, j'ai pas bien compris. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Erasmus, s'il y en a, c'est un programme d'échange en fait qui vous permet de partir faire vos études dans un pays étranger qui fait partie du programme au sein de l'Union européenne pendant un semestre ou une année, que vous soyez à la fac ou dans certaines autres formations. Du coup, j'avais envie en fait de faire dans cette vidéo une espèce d'analyse. La vraie question qu'on va se poser, c'est l'auberge espagnole. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comment ça se passe dans les faits l'Erasmus? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est totalement différent? Est-ce que le film enjolive ou pas l'expérience? C'est à toutes ces questions que je vais essayer de répondre en me basant sur ma propre expérience. Pour vous expliquer un petit peu, moi je suis partie pendant l'année scolaire 2018-2019 en Erasmus, donc j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était entre guillemets la dernière année tranquille avant le Covid. Je suis partie à Florence, à l'Università degli Studi di Firenze, comme vous voyez là, à savoir que je venais de la fac d'Aix-en-Provence, donc fac de droit, et j'ai fait ma troisième année là-bas, ma L3. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de faire deux parties dans cette vidéo. Une partie où on va détailler un petit peu le film et je vous partagerai mon ressenti sur le réalisme ou pas de ce qui se passe. Et du coup une deuxième partie qui sera un peu plus des conseils en fait que je pourrais vous donner si vous avez envie de tenter l'expérience Erasmus, si vous êtes déjà censé y aller, peut-être à la rentrée. Et puis si je vous êtes déjà parti, ça va vous rappeler des souvenirs et je me dis que ça peut être hyper intéressant de s'échanger à propos de nos expériences dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Du coup voilà, pas une vidéo qui sera centrée uniquement sur le cinéma, ce sera un peu story time aussi, mais j'ai pas vu en fait cette vidéo sur YouTube et du coup je me dis que le parallèle entre le film et l'expérience dans la vraie vie peut être assez intéressant. Donc de quoi parle le film L'Auberge espagnole? Ce film raconte l'histoire en fait l'année d'Erasmus du personnage de Xavier qui est un jeune étudiant parisien en économie en dernière année qui fait donc sa dernière année à Barcelone en Espagne en Erasmus et qui se retrouve dans une coloc avec en fait plein d'étudiants Erasmus de différentes nationalités. Ça raconte en fait voilà toutes ses expériences pendant cette année-là. Le film commence par les péripéties administratives de Xavier quand il décide de partir faire l'Erasmus. Il a fallu que je me renseigne à ma fac sur les échanges universitaires européens. Ça s'appelle Erasmus et c'est un bordel innommable. Et alors sur ce point-là, déjà je trouve que la scène elle est très drôle et c'est très vrai. Pour m'inscrire à un DEA en Espagne, ça m'a pris 3 mois. C'est au bureau à côté. Vous allez voir mes collègues à côté. Ah bah j'en viens à la seconde. Ça représente tout à fait la montagne qu'il y a à gravir pour accéder à cette année Erasmus. Moi ça s'est passé comme ça déjà en France, j'avais exactement le même genre de personne en face de moi qui me réclamait 500 000 papiers sans jamais rien expliquer comme il faut. Et une fois arrivée en Italie, alors là mais c'était tout à fait lunaire. J'ai tombé sur une dame à la fois effrayante et gentille hein, dans le fond, qui ouvrait comme dans le film son bureau à peu près 5 minutes par jour et pour du coup entrer dans lequel il fallait faire la queue pendant des plombes en attendant avec une grande terreur de savoir à quelle sauce on allait être mangé en rentrant puisque de toute façon madame n'était jamais contente, ce n'était jamais les documents qu'il fallait. Sachant qu'en plus quand vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre et que cette dame qui est quand même responsable de l'Erasmus, donc on pourrait supposer qu'elle pourrait parler anglais, cette dame était déterre à ne parler qu'en italien. Autre point du coup développé par le film, c'est en fait la colocation dans laquelle vit Xavier puisque l'histoire tourne autour de lui et de tous ses colocataires. C'est vrai que en fait ses colocataires sont aussi son cercle d'amis. Ça c'est quelque chose qui a divergé dans mon expérience personnelle et pour pas mal de gens que j'ai connus du coup en Erasmus puisque la plupart d'entre nous on vivait avec des étudiants locaux italiens. Moi j'habitais avec trois italiennes qui venaient quand même chacune des régions très différentes d'Italie, donc qui étaient très différentes entre elles aussi. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas la même chose que de vivre avec que des gens qui partagent l'expérience Erasmus avec vous, chose que personnellement j'ai trouvé positive parce que vous le verrez quand vous partirez, si c'est pas encore le cas. Il y a cette espèce d'ambiance en fait Erasmus qui fait que vous êtes toujours dans un truc un peu tourbillonnant, tout le monde est à fond, a envie de sortir, etc. Parce que c'est une année, t'as envie de le vivre au max, etc.
Et c'est des choses que les gens, entre guillemets, à l'extérieur ne comprennent pas vraiment vu qu'ils le vivent pas. Et en même temps, moi j'ai trouvé ça bien d'avoir mes colocs italiennes qui me ramenaient à un mode de vie plus normal, qui étaient là le soir à la maison, qui étaient à l'appart normalement, qui suivaient leurs études tranquillement et tout. Moi c'est un point d'ancrage que j'ai trouvé relativement chouette en fait d'avoir. J'ai donc eu une coloc avec laquelle je m'entendais très bien, avec qui je suis encore en contact maintenant. Il y en avait une que je voyais un petit peu moins, mais avec qui il n'y avait vraiment pas de soucis. Et j'ai eu une troisième coloc avec qui c'était beaucoup plus compliqué, parce que la fille était vraiment folle, on peut le dire. Si elle passe par là, elle se reconnaîtra parce qu'elle le sait très bien. Et du coup, ça c'est un conseil que je peux vous donner aussi, c'est de bien choisir votre appartement. Je sais bien que quand on arrive dans un pays étranger, des fois on peut même pas visiter les apparts avant de venir et tout. Mais si jamais vous êtes dans une coloc où vous êtes vraiment pas bien, que ça se passe pas bien et que vous avez l'opportunité de changer, n'hésitez pas à changer. Moi j'ai largement pesé le pour et le contre parce qu'il y a des moments où c'était quand même très compliqué de vivre avec cette personne, mais j'ai eu énormément de chance parce que moi j'avais ma chambre en haut de l'appartement, j'avais ma propre salle de bain, mon propre balcon, et c'était des avantages qui ont pesé dans la balance et qui ont fait que j'ai décidé que j'allais pas abandonner ce luxe entre guillemets, parce que ma chambre était à un prix tout à fait raisonnable, le quartier, tout était bien. J'ai décidé de ne pas abandonner pour cette personne, mais si vraiment ça vous pourrit trop la vie, il faut pas supporter ça, et surtout, il faut communiquer avec les gens. Moi je sais que j'avais jamais été en coloc en fait avant de faire Erasmus, parce qu'en France on a peut-être un peu plus ce truc d'habiter tout seul, alors que dans beaucoup de pays ils sont habitués à être en coloc. Et du coup si vous l'avez jamais fait avant de partir en Erasmus et que du coup en Erasmus vous vous retrouvez à devoir partager un appartement, communiquez avec vos colocataires dès le début, n'hésitez pas dès le début à leur dire ce qui vous plaît pas de façon gentille et raisonnable, mais parce qu'en fait il y a des malentendus et des jugements qui peuvent prendre des proportions immenses, c'est ce qui s'est passé avec elle aussi. N'hésitez pas vraiment à être transparent pour que les choses se passent le mieux possible. Voilà. Et du coup en fait, petite transition grâce à cette coloc, c'est cette coloc qui m'a accueillie alors que les deux autres n'étaient pas là quand je suis arrivée en Italie. Et donc l'arrivée a été relativement difficile parce que cette fille me faisait, je sais pas pourquoi, faisait comme si elle ne comprenait pas en fait quand je lui parlais en italien, alors que je parlais un italien tout à fait correct, honnêtement. Et donc ça a été des débuts fort compliqués. Chose qui se voit un petit peu dans le film aussi à une moindre échelle quand même, avec donc le personnage de Xavier, donc Xavier qui arrive à Barcelone, qui est un petit peu perdu au début et qui dit cette phrase très vraie. Quand on arrive dans une ville, on voit des rues en perspective, des suites de bâtiments vides de sens. Tout est inconnu, vierge. Voilà, plus tard on aura habité cette ville. On aura marché dans ces rues, on aura été au bout des perspectives, on aura connu ces bâtiments, on aura vécu des histoires avec des gens. Quand on aura vécu dans cette ville, cette rue, on l'aura appris 10, 20, 1000 fois. Quand on arrive, en fait, la ville est complètement étrangère et au final, on va la remplir avec ses souvenirs, avec ce qu'on va vivre dedans. On va s'approprier les endroits et ça, c'est exactement ça. C'est normal de ne pas vous sentir à l'aise quand vous arrivez, peu importe où vous irez. C'est normal de vous sentir perdu, surtout si vous n'êtes peut-être pas d'une aussi grande ville que celle où vous allez faire votre échange. Et au final, vraiment, même si ça paraît dur à croire, vraiment, cet endroit va devenir chez vous. Vous allez être triste en partant, moi j'ai pleuré en arrivant et en repartant. C'est si loin, pourquoi j'ai voulu venir? J'ai pas dormi la première nuit, peut-être que vous dormirez pas non plus. Mais au final, c'est normal, parce que toute aventure nécessite de se lancer. Ça implique forcément un peu de stress si vous êtes comme moi, quelqu'un d'un petit peu anxieux. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait surmontable. Il faut juste s'accrocher au début et ça en vaut vraiment la peine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le film aussi, Xavier finit par très bien se débrouiller. Et comme il l'a dit, la ville devient sa nouvelle maison. Au bout d'un moment, tout ça vous appartient parce qu'on y a vécu. Bon, alors il y a tout ce truc dans le film où Xavier rencontre un couple de Français à Barcelone. Erasmus? Ouais. Bon, j'ai rien à dire sur ça parce que c'est pas quelque chose qui m'est arrivé, mais je tiens à dire que vraiment j'ai une passion pour le personnage de Judith Godrèche dans ce film. C'est un des personnages les plus cons du cinéma français, c'est quand même incroyable. il faut que je casse cette scène quelque part, donc on va la mettre là. Vous me trouvez vieux jeu? Un peu, oui, c'est sûr. Vous faites pas trop Juanita Banana. C'est quoi ça? Ça fera peut-être commencer à regarder autour de vous. Je regarde autour de moi, Xavier. Parce que vous êtes rosse avec moi. Voilà, j'avais juste envie de placer ça là, sinon j'ai pas grand chose d'autre à dire sur eux en fait, parce que bon, ça fait pas partie de l'expérience vraiment. Enfin, quoique l'expérience de rencontrer des locaux dans la ville où vous êtes, ça fait partie aussi du truc. Parce que oui, ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer en Italie. Il y a des gens qui viennent en Erasmus et qui restent qu'avec d'autres gens Erasmus et qui au final ne prennent pas le temps de rencontrer, dans mon cas par exemple, des gens de Florence, des Italiens, etc. Et je trouve ça dommage parce que moi j'accordais beaucoup d'importance au fait de découvrir encore plus la culture italienne que ce que je pouvais déjà la connaître et de m'immerger là-dedans. J'avais très envie aussi de vraiment progresser en italien.
c'est des choses que vous ne pourrez pas vraiment faire si vous ne faites pas l'effort aussi d'aller vers des gens du pays où vous êtes. Je sais qu'il y a toujours cette petite différence, comme je le disais, ils font pas l'Erasmus, donc ils n'ont pas le même mode de vie que vous, forcément, ils ont sûrement un mode de vie un peu plus calme, et du coup ça peut vous paraître entre guillemets des rencontres moins intéressantes, mais pas du tout, parce que c'est des gens qui ont plein de choses à vous apprendre, et on découvre un pays qu'en découvrant les gens aussi. Petite parenthèse fermée, du coup je passe un petit peu à la suite. Donc après il y a cette partie du film où Xavier a ses premiers cours et en fait il se retrouve confronté au problème d'avoir un prof qui ne parle que catalan pour donner son cours. Ça c'est une anecdote qui m'est vraiment arrivée en Italie. Pour mon deuxième semestre j'avais pris un cours qui s'appelait droit local, diritto locale, et c'était un cours en fait sur le droit des régions en Italie, avec un prof qui parlait le dialecte de Toscane, donc c'était impossible à comprendre, et en plus c'était vraiment que du droit administratif de chaque endroit, et c'était insupportable. Donc ça, justement, j'y suis allée une fois, j'ai vu que ça n'allait pas, et je l'ai changé sur mon learning. Donc si vous vous trouvez dans des situations comme ça, faut changer. Donc je sais pas comment ça marchait à l'époque du film, mais maintenant Xavier pourrait changer. Je trouve que c'est bien parce que dans le film, il montre quand même aussi que les cours font partie de l'Erasmus, parce que quand les gens en parlent, c'est toujours fiesta et compagnie, mais il y a vraiment des cours, vous allez vraiment devoir travailler. Après, on va pas se mentir, le niveau d'exigence et de difficulté n'est pas le même dans toutes les universités où vous pouvez aller. Notamment, après, n'hésitez pas à me détromper du coup si c'est totalement différent. J'ai l'impression que les gens qui reviennent d'Espagne ont quand même souvent l'air de dire que l'Erasmus était relativement chill. Moi je sais qu'en Italie, je pense que c'était middle à peu près, parce que, enfin moi du coup comme je suis dans des cours de master avec quasiment que des Italiens, très peu d'étudiants Erasmus, on m'a pas fait de cadeau. Et puis évidemment, voilà, il y a des gens que je connais qui ont fait des Erasmus en Écosse, enfin dans les pays britanniques ou nordiques, la Norvège, la Suède, etc. Où là c'est des très bonnes universités et il y a un vrai niveau qui est attendu, et un vrai niveau d'anglais aussi qui est attendu. C'est pour ça que c'est plus dur d'y être sélectionné et qu'il va falloir aussi fournir des efforts. Donc ça, tout dépend, mais il faut être conscient en fait que vous ne partez pas en vacances quand même, et qu'il y aura des moments difficiles où il va falloir enquiller le travail. Ça, il y a des gens qui étaient avec moi en Italie qui n'avaient pas l'air de s'être préparés à cette réalité, donc je le dis quand même si ça paraît évident. Autre point, le personnage du coup de Xavier part en étant dans une relation stable, sérieuse avec sa copine qui est jouée par Audrey Tautou. Donc il part tout en restant en couple avec cette fille, et donc ils ont une relation à distance pendant je sais pas exactement combien de temps, mais pendant un long moment quand même de son Erasmus, et on voit en fait la relation se détériorer au fur et à mesure. Au début ils s'écrivent plein de lettres, etc., et puis après c'est les coups de fil, et puis il y en a de moins en moins, et puis finalement quand ils se téléphonent ça devient plus des disputes qu'autre chose. Quand elle vient le voir, ça se passe pas extrêmement bien, justement parce qu'elle arrive elle de l'extérieur dans cet univers Erasmus qu'elle ne comprend pas vu qu'elle est restée dans sa vie normale à Paris. Et t'as décidé d'être relou là, c'est ça? Eh non, mais tu m'avais décrit ça comme la maison du bonheur, mais là franchement... Et ça, c'est aussi un aspect du film que je trouve très bien fait, parce que, alors moi quand je suis partie en Erasmus, j'étais célibataire, je suis toujours, ça n'a pas changé, mais bref, mais autour de moi, du coup, dans mon groupe d'amis, j'avais pas mal de gens qui étaient en couple, et pour tous, ça a quand même été une expérience relativement éprouvante. Alors, dans les gens qui étaient autour de moi, je n'ai pas connu de personnes en couple qui se soient séparées à cause de l'Erasmus durant l'échange, etc. Ou alors ici, ils se sont séparés, c'était pour des raisons totalement différentes du seul fait d'être à distance. Néanmoins, j'ai pu constater que c'était très difficile. Si vous êtes dans cette situation, il faut vraiment vous préparer au fait que ce sera pas simple, et je pense qu'il n'y a pas que la distance qui rend les choses difficiles, mais aussi le fait que vous partez faire quand même un truc un peu fun. Il faut être conscient que votre partenaire, il reste ici dans sa vie normale, entre guillemets, il y aura beaucoup moins de rebondissements. T'es où là? T'es à la plage encore? Non, je suis à Barcelone, je suis dans la rue là. Et donc c'est dur pour quelqu'un qui reste dans sa normalité et qui en plus se retrouve sans vous, à qui vous allez manquer, de vous entendre sans arrêt dire je vais faire ci, je vais faire ça, je suis en soirée, je vais à la plage, je sais pas quoi, enfin vous avez compris. C'est assez difficile. J'avais vraiment un ami pour qui ça se passait comme dans le film. Quand sa copine téléphonait, on sentait que l'ambiance était pesante, quand elle est venue le voir c'était pesant, parce que je pense qu'elle avait du mal à gérer de son côté et à supporter que lui puisse autant profiter. C'est pas un mauvais sentiment parce que c'est difficile de gérer ça, chacun fait comme il peut. Après j'avais aussi des amis pour qui ça s'est très bien passé, il a fallu justement des ajustements, communiquer peut-être un peu mieux, encore une fois communiquer avec les gens c'est très important, et puis il y en a d'autres pour qui ça a permis en fait d'avoir aussi une réflexion, de voir comment ça se passait séparé, etc. Donc je pense que ça peut être quelque chose qui peut être enrichissant si vous le gérez comme il faut, mais il faut s'attendre à ce que ce soit pas facile, surtout au début parce que c'est quand même un grand bouleversement, et je trouve que c'est bien montré dans le film. Du coup, un autre point que j'avais envie de développer un petit peu, c'est le côté festif de l'Erasmus qu'on voit dans le film.
Dans le film, j'ai pas l'impression qu'ils sortent tant que ça. Comme on voit en fait des colocataires filmés ensemble dans l'appartement, on voit un peu plus leur vie casanière, etc. J'ai l'impression que... après, je sais bien que dans le film, vous pouvez pas les montrer en train de faire la fête tout le temps, mais ça se ressent peut-être pas beaucoup dans le film. Ou peut-être que c'est un choix du réalisateur, du scénariste de ne pas montrer des personnages qui sortent beaucoup, etc. Je sais pas. Moi, quand j'étais en Erasmus, j'avais une vie extérieure à mon chez-moi qui était plus développée que ça. J'étais très peu à la maison au final et j'ai fait vraiment beaucoup de trucs. Dans le film, c'est pas montré, mais moi, par exemple, j'ai pas mal visité le reste de l'Italie, hors de Florence, parce que c'est un pays où c'est très accessible de prendre le train, de bouger, de faire plein de choses, et surtout, c'est un pays aussi où il y a plein de choses à voir. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai constaté en discutant avec des gens qui ont fait Erasmus ailleurs. Selon le pays où vous allez, il n'y aura pas forcément autant de choses à faire. L'Italie, c'est très riche culturellement. Après, il y a des pays où il y a des paysages, il y a des randonnées, beaucoup de choses à faire en extérieur, etc. Et puis, on va pas se mentir, il y a des pays où il y a beaucoup moins de choses. J'avais beaucoup discuté avec un Italien qui a été traumatisé par son Erasmus en Estonie, où au bout d'une semaine, il s'est senti un peu blasé parce que c'était un pays où il y avait peut-être moins de choses à faire. Et d'ailleurs, peut-être que quelqu'un pourra me contredire ici, si vous avez fait un Erasmus en Estonie, je ne sais pas. Bref, il avait été déçu et c'était pas forcément ce qu'il recherchait. Moi, je sais qu'en Italie, j'étais toujours bien occupée, que ce soit dans la ville de Florence où il y a énormément de musées, énormément de choses. Pour sortir, c'était quand même pas mal actif, on va dire. Et du coup, dans le film, je trouve que les personnages sont un peu plus casaniers que ce que moi et mon groupe d'amis et les autres gens en Erasmus à Florence que je connaissais ont pu faire, ont pu vivre. Voilà. Donc ça, c'est le petit point comme ça. Après, chacun aborde ça aussi à sa façon. Il y a peut-être des gens qui auront moins envie de sortir, etc. Il n'y a pas de bien ou pas bien. C'était juste mon avis sur ça. Par contre, ce que j'aime bien dans le film, c'est justement le traitement des amitiés entre les personnages. Je trouve que c'est bien montré la rapidité déjà avec laquelle se développent les liens entre les gens. Parce que par exemple, l'amitié du coup entre Xavier et sa copine belge, ça se voit que c'est un lien qui se crée très vite et qui se renforce au fur et à mesure du film. Et c'est exactement ça, moi ça m'a vraiment surprise quand j'étais en Italie, la vitesse à laquelle en fait se tissent les liens avec les gens, parce que vous êtes tous tout seuls, loin de chez vous, c'est un truc qui vous arrive pas quand vous allez à la fac normale par exemple. Moi quand je suis arrivée à la fac d'Aix, je venais de loin, mais c'était pas le cas de la plupart des gens qui venaient d'Aix ou de Marseille ou je ne sais pas, et qui avaient encore en fait toutes leurs attaches familiales, amicales, etc. La vraie différence avec l'Erasmus, c'est que tout le monde est loin de chez lui, il repart un petit peu de zéro, à moins que vous partiez avec des gens de la même université que vous, mais au pire vous serez 2 ou 3, enfin... Vous n'allez pas construire votre vie que sur ça. Et du coup, tout le monde a quelque chose à construire tous ensemble. Et ça fait qu'il y a des liens très forts qui se créent vachement rapidement. Au bout d'un mois, j'avais l'impression que je connaissais tous les vrais amis que j'ai fait là-bas depuis hyper longtemps. Tout est en fait démultiplié parce qu'en plus, quand vous arrivez, que c'est le début, dans mon cas, à moi, c'était vraiment émotionnellement riche au début. C'est vraiment l'explosion, il se passe toujours des trucs. C'est même un peu fatigant au final parce que on découvre tellement de trucs en même temps que on est toujours... moi j'avais toujours mon cerveau en ébullition. Enfin dans la vie normale j'ai souvent mon cerveau en ébullition aussi, mais là encore plus que d'habitude. Et du coup vous créez des liens très forts avec les gens parce que vous avez besoin de vous créer en fait un nouvel environnement, une nouvelle famille. Et je trouve que dans le film ça se ressent très bien le côté justement famille qui se développe dans le groupe en fait. Leur relation elle est très naturelle. Et c'est une vraie famille plus que des amis avec qui on va faire un peu attention à comment on se comporte, etc. Et quelque chose, oui, je viens de penser à ce point que je vais donc rajouter, mais quelque chose que je trouve très vrai dans le film, c'est que les personnages sont un petit peu stéréotypés en fonction de leur nationalité. Ça se vérifiera peut-être pas à tous les coups, mais moi, dans mon groupe d'amis, les stéréotypes se sont quand même révélés assez vrais, même si évidemment chacun a sa personnalité. Les gens ne sont pas un stéréotype, mais il y a quand même des choses assez vraies, notamment le fait que mes amis allemands étaient des gens très organisés et très à cheval sur les règles, comme l'allemand du film. Le fait que les Italiens soient très chill, très relax, pas trop prise de tête, pas trop concernés par l'organisation, etc. Ça s'est révélé assez vrai aussi. Petite anecdote, mais en gros, quand j'ai trouvé mon appartement, c'est légal en Italie de sous-louer un appartement. Du coup, moi je sous-louais la chambre à ma coloc qui donc payait pour ma part aussi. Enfin bref, c'est compliqué. Et donc quand je suis allée visiter l'appartement, j'ai rencontrer ma coloc gentille, la fameuse, et il y avait son papa avec elle, et je demande à son papa comment ça se passe pour l'assurance de l'appartement, parce qu'en France, vous êtes au courant, vous êtes obligé d'assurer votre appartement. Et ce monsieur me dit, mais il n'y a pas d'assurance, pourquoi faire? Donc j'étais très choquée, et je lui dis, mais comment ça se passe s'il y a un problème? Il me dit, mais il n'y a pas de problème. Et j'ai dit, et s'il y a le feu? Il me dit, bah tu mets pas le feu, tu touches pas aux allumettes, donc... Voilà comment les Italiens fonctionnent. Ça peut paraître un peu surprenant au début, mais on s'y fait.
Et du coup voilà, enfin tout un tas d'autres stéréotypes. Je sais que j'ai rencontré des Danois et je trouve qu'ils avaient vraiment le même genre de personnalité, très décontractée et en même temps un peu chaleureuse du Danois dans le film aussi. C'est pas toujours comme ça. Très sympa. Et puis les Belges, pareil, le même côté un peu chillos, un peu détente, un peu rigolo. Enfin, j'ai trouvé que tout ça était très bien fait. Ça pourrait paraître de l'extérieur très cliché, mais c'est un petit peu comme ça. Et la façon dont Xavier se comporte au sein de son groupe d'amis, je pense qu'en tant que Française, j'avais un petit peu ce comportement-là aussi, à savoir la personne qui quand même des fois prend un peu les choses en main, qui sait être un peu carré quand il faut et qui en même temps qui est un peu à cheval entre les Allemands et les Italiens. Je dirais que notre personnalité c'est un peu ça. Donc voilà, petit aparté sur ce que j'ai pu ressentir au niveau des différentes nationalités. J'ai envie de finir un petit peu cette partie qui développe sur le film par la fin, donc le moment où Xavier doit partir de Barcelone. J'ai trouvé que c'était bien représenté parce que c'est pas non plus très dramatique comme moment, parce que dans mon cas et dans celui de mes amis, c'est pas passé de façon dramatique non plus, même s'il y a quelque chose de vraiment triste de partir parce qu'on sait qu'on quitte un truc pour très certainement ne pas y revenir. Depuis du coup l'époque où a été fait l'auberge espagnole, on a beaucoup plus de choses pour rester en contact avec les gens, enfin les smartphones ça s'est vraiment développé, les réseaux sociaux etc. Donc même si vous savez que vous pourrez rester en contact avec les gens, ça revient au même, vous ne savez pas si vous allez les revoir alors qu'ils avaient pris une grande place dans votre vie. Vous savez qu'il va falloir, du coup voilà, c'est vraiment d'y finir à votre vie normale, retrouver aussi votre place dans votre vie normale que vous avez quittée pendant un an auprès des gens que vous avez laissés. Et puis cette ville que vous avez chérie, si vraiment vous avez eu le coup de cœur pour la ville où vous étiez, ce qui a été mon cas, je le développerai un peu après. C'est difficile de partir de ça. Alors en plus quand j'ai revu le film, ça m'a fait sourire parce que j'avais jamais capté ce détail, mais c'est assez drôle parce que les amis de Xavier avant qu'il s'en aille lui achètent un t-shirt de Barcelone. Et donc moi pareil pour ma soirée de départ, j'ai eu ce t-shirt là. Dans le dos, tout le monde a signé, mis des petits mots, etc. Et du coup je me dis, comme quoi à 20-30 ans d'écart on fait les mêmes conneries, les mêmes petites choses niaises. Mais et c'était pareil, un moment mi-joyeux parce qu'on a quand même fait la fête, mi-triste. Moi vraiment quand je suis partie, ça y est, j'ai eu le contre-coup après avoir quitté tout le monde et quand je suis partie en voiture le matin, ça a été très dur. Comme je vous le disais, vous allez pleurer en arrivant et en partant, c'est comme bienvenue. Chez les ch'tis. Et du coup voilà, je trouve que ça c'est très bien dépeint aussi, le côté émotion mais en même temps tout en retenue. Du coup je finirai par cet avis global sur le film. Je trouve vraiment que le film est très bien fait et qu'en plus il n'a pas du tout mal vieilli. C'est encore tout ce qui est dedans, c'est très réel au niveau des émotions, au niveau du relationnel entre les gens. Je trouve que tout peut encore être d'actualité, ça ressemble vraiment moi à l'expérience que j'ai pu connaître. Et c'est un film qui est vraiment chouette dans le sens où il y a des moments qui sont vraiment drôles et il y a des moments qui sont émouvants mais ça reste léger et c'est jamais forcé. Donc si vous l'avez pas vu d'ailleurs, bon désolé parce que j'ai quand même pas trop spoil je pense. Mais j'espère que je vous aurai donné envie de le voir si vous l'aviez pas encore vu. Et d'ailleurs si vraiment vous partez en Erasmus là, n'hésitez pas à le regarder avant parce que je pense que ça peut être sympa et une fois que vous serez là-bas vous pourrez vous faire votre propre avis. Donc voilà, première partie de cette vidéo terminée, on va passer maintenant un petit peu à une espèce de bazar où je vais tenter de vous donner des conseils. Donc pour cette deuxième partie de vidéo, j'avais envie de vous dire un petit peu ce que j'avais pu retirer de cette expérience et de vous partager des conseils qui peuvent servir si vous allez partir en Erasmus à la rentrée ou si vous envisagez de le faire un peu plus tard. Première chose que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur et vous sentir limité par ce que vous pouvez percevoir de votre personnalité. Je prends mon exemple, vraiment pendant mes 2 années à Aix de droit à la fac en France, j'étais pas quelqu'un de très sociable et encore pire avant d'arriver à Aix. C'était pas facile pour moi d'aller vers les autres, de socialiser, j'étais très réservée, j'étais pas habituée à sortir, à faire la fête, etc. Et du coup, il faut pas vous dire qu'Erasmus ne peut pas être pour vous si vous avez l'impression que vous êtes ce genre de personne-là, parce que déjà, il n'y a pas de personnalité pour faire Erasmus, et si même en Erasmus vous aimez pas trop sortir, vous trouverez votre compte dans autre chose, dans le fait d'interagir avec des gens très différents de vous, dans le fait de découvrir plein de choses culturellement, d'apprendre une langue, etc. On a souvent l'a priori un peu, ouais, Erasmus c'est pour les gens qui vont faire la fête et tout, mais en fait c'est vous qui faites votre Erasmus, il n'y a pas de règles.
C'est sûr que, je vais pas vous mentir, au début, je dirais les 2 premières semaines, il faut un petit peu du courage social. Mais donc j'ai envie vraiment de vous rassurer, donc restez là. L'avantage de l'Erasmus en fait, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura envie de venir vous parler. Parce que vous êtes du coup dans ce truc où les autres gens savent que vous êtes Erasmus, parce que logiquement dans votre université d'accueil, il y aura une réunion, un truc pour les Erasmus, vous allez rencontrer les autres et vous avez de la chance, il y aura toujours des autres qui seront sociables. Moi, j'ai pas eu à faire grand chose. L'effort que j'ai fait, là où j'ai rencontré mes premiers amis, c'est d'aller, parce que du coup, voilà, renseignez-vous sur ça, j'y viens, mais il y a des associations pour les Erasmus dans la plupart des villes qui accueillent des étudiants en échange. Et donc moi j'étais allée faire une visite guidée de la ville de Florence par une des associations qu'il y a là-bas, qui s'appelle AEG, si ça peut vous servir si vous partez là-bas. Et je vous avoue qu'en arrivant au point de rendez-vous, j'ai vu tout le monde en petits groupes, en train de parler, etc. Je me suis dit, mon Dieu, je ne vais jamais y arriver, je saurais même pas me mettre dans un groupe, etc. Et j'étais à 2 doigts de partir. Au moment où j'étais sur le point de partir, il y a une personne qui d'ailleurs est devenue un très bon ami à moi après, qui s'est approchée de moi, qui m'a dit « Salut, comment tu t'appelles ?» J'ai juste répondu mon prénom. Et puis, bam, cette personne-là qui est extrêmement extravertie, a discuté avec moi, m'a ramené vers d'autres gens et puis il n'y a pas eu de soucis, je me suis tout de suite sentie un peu mieux et puis ça n'a fait qu'aller mieux à cette soirée-là, il y a plein de gens qui sont venus vers moi, j'ai vu que j'arrivais à discuter et alors en plus, petit tip, petit conseil, je sais pas si vous en êtes déjà rendu compte mais si vous êtes quelqu'un d'assez réservé et introverti, c'est beaucoup plus facile pour... Enfin en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur moi et d'autres gens, de parler dans une autre langue avec les autres parce que le fait de parler dans une autre langue, dans mon cas anglais ou italien, ça vous donne l'impression de jouer un peu un personnage déjà. Et du coup, dans cette autre langue, vous pouvez être qui vous voulez en fait, il n'y a personne qui vous connaît. Si vous avez décidé de vous bâtir cette personnalité de personne un peu plus sociable, un peu plus avenante et tout, c'est comme jouer un personnage, mais ça va devenir vous en fait. Ça va être une amélioration. Enfin, non, je veux pas qu'il y ait de jugement de valeur, mais ça peut être un changement que vous allez apporter à votre personnalité, très léger, mais ça va être beaucoup plus facile de le faire dans une autre langue, et moi je le constate encore toujours maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité avec les autres en anglais ou en italien que en français. Donc, si ça peut vous rassurer déjà, retenez ça. Du coup, j'en profite pour glisser cet autre petit conseil. Ne vous inquiétez pas, genre, vous serez pas tout seul en fait, il y aura plein d'autres Erasmus avec vous. Et du coup, pour rencontrer des gens, il y a des assos Erasmus. Donc moi, j'ai fait Erasmus à Florence. Il y avait majoritairement 3 associations qui étaient AEG, ESN. Donc ESN, c'est Erasmus Student Network. Et c'est l'asso qu'il y a dans vraiment toutes les villes pour tous les Erasmus, je pense. Et il y avait une autre association dont j'ai oublié le nom et que je recommanderais pas ici parce que le boss de cet asso était un peu fasciste et un peu douteux. Donc avec le recul, je la recommanderais pas. Moi, quand j'y suis allée, je le savais pas. Mais du coup, n'hésitez pas à tester aussi les différentes assos et les différentes choses proposées au début. Ne vous arrêtez pas au premier truc où vous allez, que vous faites. Testez d'autres choses parce que vous verrez ce qui vous convient le mieux et l'ambiance dans chacune. Moi je sais que quand j'étais en Italie, ESN c'était un petit peu plus le truc des fêtards. Il y avait beaucoup d'Espagnols notamment qui étaient dans cet asso parce que des fois il y a un peu des regroupements par nationalité. Et j'aimais beaucoup mieux donc l'autre asso dont j'ai parlé, AEG, parce que c'était beaucoup plus mélangé au niveau des nationalités. Et puis parce que les gens qui venaient avaient aussi des envies un peu de faire des visites, des trucs culturels, etc. Et pas juste de sortir picoler le samedi. Donc ça me correspondait mieux. Donc voilà, faites aussi ce qui peut vous plaire le mieux. Autre chose du coup que j'avais envie de vous dire, c'est normal d'être stressé et c'est normal d'être inquiet. Et ça se dépasse au fur et à mesure. Et justement, je peux vous recommander l'Erasmus parce que c'est une expérience qui ne peut que vous faire prendre confiance en vous. Parce que vous allez voir là-bas que vous êtes capable d'accomplir des trucs que vous ne pensiez pas pouvoir faire. Et donc, dans votre vie, après, ça va vous apporter tellement de choses. Moi, ça m'a construite d'une façon à être capable de faire bien plus de choses que ce que j'aurais pu imaginer avant. J'ai été capable de réaliser des trucs, par exemple, même au niveau scolaire. Comme je le disais, du coup, je me suis retrouvée dans des cours de master, mélangée à d'autres Italiens qui avaient 2-3 ans de plus que moi, à devoir faire des travaux assez difficiles. Par exemple, je vous donne l'exemple très concret, j'avais un cours de sociologie du droit où j'ai dû faire un mémoire sur les théories de Becker concernant la déviance. C'est déjà assez compliqué en français. Et j'ai dû rédiger ça en italien, c'était un mémoire d'une 30aine de pages. Si on m'avait dit avant de partir que j'aurais pu faire ça, je n'aurais vraiment pas cru. Et en fait, quand vous êtes dos au mur, quand on vous pousse à accomplir les choses, vous êtes capable de le faire. Si on m'avait dit que j'aurais été capable de me faire apprécier des autres comme ça, j'aurais pas cru non plus. Et donc, autre point, c'est un peu fouillis, mais autre point sur lequel je viens, c'est que globalement, moi j'ai trouvé que les gens étaient très bienveillants en Erasmus parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec que des gens qui ont la même envie que vous, de faire un truc, de partir à l'aventure, etc.
Donc c'est pas possible que vous vous retrouviez tout seul. Donc là, autre truc sur lequel j'ai envie de vous rassurer et sur lequel j'insiste, vous ne serez pas tout seul en Erasmus, parce que peu importe votre personnalité, il y aura bien d'autres gens qui vous seront gentils avec vous et qui vous conviendront. Et ça, vraiment, je vous l'affirme, parce qu'au final, Florence, c'était pas une ville énorme non plus, donc en tout cas, dans ma filière, dans le droit, je connaissais un petit peu tous les étudiants Erasmus qui étaient là, de vue, hein, pas forcément, j'avais pas sympathisé avec tout le monde, mais je n'ai vu aucune personne rester toute seule dans son coin. Tout le monde a fini par se faire son petit groupe d'amis, et d'ailleurs, il y a des gens qui se sont fait un groupe d'amis totalement italien, qui n'ont pas forcément copiné avec les autres Erasmus, mais tout le monde s'est trouvé des gens avec qui vivre son année. Vous ne serez pas tout seul, ne paniquez pas sur ce point-là, parce que je sais que moi c'est quelque chose qui pouvait beaucoup m'inquiéter. Si vous avez peur de ne pas être assez sociable, vous en faites vraiment pas pour ça. Autre chose, choisissez quand même bien votre destination, parce que ça va beaucoup jouer sur la façon dont vous vous sentirez là-bas. Et ben, par exemple très simple, voilà, il y a des destinations qui sont connues pour être des trucs un peu de fêtards, donc si vous vous sentez pas pompé up à traîner avec des gens d'école de commerce à boire des shots, c'est peut-être pas le meilleur plan de partir à Malte. Même si je doute pas qu'il y ait aussi des gens moins festifs, etc. à Malte, mais c'est vrai que c'est un petit peu le cliché, et du coup, si vous tendez vers quelque chose de plus relax, plus, je sais pas, culturel, etc., allez dans des villes qui justement peuvent vous offrir ça. Alors je sais bien qu'on fait pas ce qu'on veut, parce que déjà, tout dépend des partenariats qu'a votre université. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à Aix on avait un choix assez large, et je sais bien qu'après, toutes les destinations ne sont pas aussi prisées et aussi accessibles. Moi, dans ma fac, il y avait des destinations, notamment la Norvège, où il fallait par exemple avoir 14 de moyenne pour partir. Donc c'est forcément pas accessible à tout le monde. Mais je suis sûre que vous pouvez ajuster entre vos attentes et ce qui est demandé pour trouver un endroit qui vous plaît. Du coup, je vous explique un petit peu mon expérience personnelle, mais moi j'avais vraiment le rêve d'aller à Florence. Donc j'ai été hyper contente quand j'ai vu que ma fac avait Florence dans ses partenariats. J'avais fait un voyage quand j'avais une quinzaine d'années en Italie, qui s'était passé d'une façon qui m'avait laissé sur ma faim. J'ai eu l'impression que je n'ai pas pu profiter de mon voyage comme j'aurais dû. Et je m'étais vraiment fait la promesse à moi-même à Florence à 15 ans. Je m'étais dit, tu reviendras quand tu seras grande. Tu feras ce que tu veux, tu seras comme les meufs là, tu seras bien habillée, tu vas être contente de ta vie et ça se passera très bien et tu feras tout ce que tu as envie. Et donc je ne vous cache pas que je suis assez émue aujourd'hui de pouvoir dire que vraiment j'ai fait ça et j'ai fait tout ce que j'avais envie et j'ai tenu ma promesse à moi-même de 15 ans. Là-bas. D'ailleurs j'ai eu une grande inquiétude avant de partir en Italie, j'avais peur que mes notes ne suffisent pas pour partir. Je vous cache pas que je me sentais pas très bien moi dans la fac en France où j'étais et du coup c'était hyper important pour moi de me barrer. Et si vous d'ailleurs aussi, vous n'êtes pas forcément au max là où vous vous trouvez, l'Erasmus ça peut que vous faire du bien, ce sera une bouffée d'oxygène pour vous, ça l'a été pour moi. Du coup pour vous expliquer un petit peu le processus de sélection que vous pouvez rencontrer, moi dans ma fac à Aix, si jamais vous y êtes du coup vous serez peut-être concernés, pour les destinations où on était susceptible de suivre des cours dans la langue du pays, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, il fallait valider un test de langue. Déjà, fallait en gros faire un test en ligne, ça sur le truc, une plateforme Erasmus pour justifier votre niveau d'anglais. Et la fac nous organisait elle-même un examen dans la langue du pays où on allait. Moi, j'ai eu 20, je vous le dis fièrement, j'ai eu 20 sur 20 à mon test d'italien. C'était pas un test insurmontable, mais il faut quand même être un peu préparé parce qu'il faut maîtriser les différentes parties de la langue. Je dis ça parce que je connais des gens autour de moi qui croient parler italien parce qu'ils savent dire ciao, come stai. Et même si l'italien et les langues latines sont des langues plus faciles pour nous à apprendre, l'italien c'est une langue dans laquelle il y a des subtilités, dans laquelle il y a des difficultés potentielles de conjugaison et dans toutes les langues il y a quand même des difficultés, donc il suffit pas de claquer des doigts pour maîtriser ça, et c'était quand même quelque chose qui était jugé au test. À savoir du coup, c'est que moi dans mon université à Aix, et peut-être que ça existe dans d'autres, ils proposaient à l'espace langue à l'époque la possibilité de s'inscrire à 1 ou 2 ou 3, je sais plus, enfin c'était comme on décidait, avec un élève qui faisait un doctorat, donc un élève étranger, qui pouvait nous apprendre la langue. C'était pas réservé aux gens qui voulaient partir en Erasmus, vous pouviez vous initier au russe, au polonais, etc.
Mais vous pouviez aussi cibler vos besoins avec cette personne. Par exemple, j'ai envie d'améliorer mon anglais professionnel, etc. Et donc moi, je m'étais inscrite pour faire 1 heure de travail par semaine avec une étudiante italienne, Alessandra, si elle passe par ici. Elle m'a tout à fait traumatisée, mais ça peut être une expérience plus positive, je pense. J'avais tout à fait peur d'Alessandra, mais je pense parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas bien les Italiens, et surtout les femmes italiennes. Et du coup, je pensais qu'Alessandra me parlait mal, alors qu'elle me parlait comme une Italienne normale parle quand elle parle à quelqu'un pour lui expliquer un truc, c'est-à-dire d'un ton un peu dur et tout. Mais moi, à l'époque, toute jeune et innocente, je dois reconnaître qu'elle me faisait très peur, et j'avais très peur avant d'aller faire mon heure avec elle. Mais toujours est-il que je m'étais inscrite avec Alessandra en lui expliquant clairement mon objectif d'aller en Italie, faire l'Erasmus, d'avoir des cours d'italien en droit et de passer du coup le test. Et vraiment, je dois le reconnaître, elle m'a bien préparée. Elle m'avait préparé plein de séances pour que j'apprenne du vocabulaire juridique, que je sois pas complètement perdue en arrivant. Et mine de rien, elle m'a fait très peur, mais ça m'a été utile. Donc s'il existe un système similaire dans votre université, n'hésitez pas à en profiter avant d'y aller, ou même pour apprendre d'autres langues, je sais pas, mais je trouve ça très bien. Autre chose du coup, qui suit un peu ce que je disais, donc l'italien, moi, j'ai commencé à l'apprendre du coup après ce fameux voyage où j'avais décidé qu'un jour j'irais habiter en Italie, c'est un petit peu logique. Je l'ai appris grâce à ma sœur qui fait cette chaîne avec moi, qui elle avait fait langue étrangère appliquée à l'université, anglais et italien, et qui a pu m'apprendre l'italien parce qu'elle est formidable. Et du coup, grâce à elle, je l'ai appris pendant mes 3 ans de lycée, donc toutes les deux ensemble. Et j'ai pu le passer en candidat libre au bac. J'ai eu 20. Franchement, je me la pète de ouf aujourd'hui. Je vous dis mes notes et tout parce que je suis grave contente. J'ai eu 20, ça s'est bien passé. Ça m'a donné la conf. Et vraiment, pendant que j'apprenais, j'ai vraiment commencé à être passionnée par la culture italienne. Et encore maintenant, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'écoute de la musique en italien. Je suis un peu les trucs culturels à la télé en Italie. Je regarde pas mal de films et de séries italiennes, etc. Particulièrement, j'adore Naples, j'adore la culture napolitaine, les séries, etc. qui viennent de là-bas, la musique, etc. Et du coup, je pense qu'évidemment, ça peut être que du plus si vous partez dans un endroit qui vous passionne vraiment et pas juste en mode « Ah ouais, il y avait Zagreb sur la liste, ah ben tiens, je vais partir en Croatie un peu au pif ». Je trouve ça mieux, l'expérience sera encore plus magique si vous prenez un endroit qui vous intéresse vraiment, et inversement, si vous prenez un endroit que vous connaissez pas vraiment à la base, moi je trouve que ça peut être une bonne idée avant d'y aller de quand même vous intéresser un petit peu à la culture pour pas arriver complètement à la ramasse. Il y a des gens qui sont venus en Italie avec moi, qui n'avaient pas du tout appris l'italien comme moi avant, mais qui vraiment 1 mois avant de venir s'étaient intéressés, avaient commencé à essayer d'apprendre la langue, avaient regardé plein de choses sur internet, etc. et qui du coup étaient plein de bonne volonté et qui déjà s'étaient imprégnés de la culture. Et ce qui me paraît un peu improbable, mais parce que chacun sa façon de fonctionner, il y a des gens qui étaient avec moi et qui en avaient rien à péter, qui sont arrivés sans rien connaître à l'Italie et qui très sincèrement sont partis sans connaître beaucoup plus à l'Italie, qui sont toujours pas capables de vous donner un chanteur italien, qui sont toujours pas capables de vous expliquer ce que c'est Sanremo. Moi, je considère que ça fait partie du truc de s'imprégner de la culture du pays. Après, si c'est pas votre délire, que vous avez pas envie de le faire, vous le ferez pas. Mais moi, je trouve que ça enrichit grandement l'expérience. Et même dans votre plus-value culturelle de l'Erasmus plus tard, ce sera bien plus bénéfique. Je sais que, par exemple, pour vous vendre un peu l'utilité aussi de l'Erasmus, moi l'année prochaine je serai en alternance, donc j'ai dû trouver un travail dans lequel je vais faire mon alternance, et vraiment aux entretiens on m'a beaucoup parlé de l'Erasmus et on m'a posé des questions assez poussées dans les entreprises pour lesquelles j'ai fait des entretiens. C'était des entretiens RH assez ciblés et vraiment on m'a posé des questions, et je pense que si vous n'avez pas mis de l'intérêt dans l'Erasmus et si vous avez fait que vous bourrez la gueule, ce sera difficile de répondre à ces questions-là. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu, mais pour moi l'Erasmus, le but c'est pas non plus que de se saouler avec des shots. Et il y a clairement des gens qui le font, mais du coup moi je vois moins l'intérêt. Mais ça c'est très personnel, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, si vous l'avez fait, comment vous avez vécu votre Erasmus, je ne sais pas. Et du coup maintenant, s'il y en a qui partent en Italie, j'ai peut-être des conseils un peu plus ciblé pour vous. Du coup, moi j'ai fait l'Erasmus à Florence, qui est en Toscane, qui est dans le centre de l'Italie. Il faut que vous partiez en Italie en sachant que la culture italienne change quand même vachement d'une région à l'autre. Notamment si vous partez dans le sud de l'Italie, il faut vous préparer au fait que vous serez quand même nettement plus dépaysé que dans le nord de l'Italie, qui est la partie qui est un peu plus similaire à la France. J'ai pu faire un voyage dans le sud de l'Italie à Naples, et par exemple si vous faites l'Erasmus à Naples, à moins que vous soyez marseillais, parce que j'ai l'impression que c'est le seul équivalent français qui existe, c'est quand même un peu un choc culturel, parce que c'est le bordel. Et
dans toute l'Italie, il faut que vous partiez en acceptant que ce sera un peu plus le bordel que la France, parce qu'il y a tout un tas de choses sur lesquelles ils sont moins à cheval, et c'est pas des clichés, notamment les règles de conduite sur la route. Apprendre à traverser une rue en Italie, dans les villes comme Naples ou Rome, c'est un challenge. Ce n'est pas comme la France, même ce n'est pas comme Paris. C'est tout un tas de petites différences auxquelles il faut vous préparer. Et le fait que du coup, les Italiens ont un tempérament qui est un petit peu différent de celui des Français. C'est des gens beaucoup plus spontanés et du coup, ça marche dans les deux sens, le positif et le négatif. Si les Italiens sont saoulés de vous, par exemple vos colocs, ça va partir beaucoup plus rapidement, ils vont crier aussi beaucoup plus vite que vous ne vous permettriez de crier sur eux. Non ho capito niente di quello che è successo. Et ils se permettent beaucoup plus vite, disons, d'avoir un ton pas très amical et de vous faire des remarques très cash. Mais en même temps, c'est plutôt pas mal parce que c'est une forme de sincérité qu'on a... Je dirais pas qu'en France on n'est pas sincère, mais peut-être qu'on prend quand même un peu plus de pincettes avec les gens. Du coup, il faut pas mal le prendre en fait si quelqu'un vous parle d'un ton qui à vous semble un peu rude, parce que des fois eux ils pensent même pas à mal, c'est juste ils vivent les choses en fait. Vous l'entendrez si vous parlez italien. L'italien c'est une langue très vivante où toutes les émotions passent dans la voix et dans le rythme de parole, etc. Per trasmettere la felicità bisogna essere felici. E per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Et du coup, je pense que les Italiens des fois ne réalisent même pas l'émotion qu'ils mettent dans leurs paroles. Et du coup, des fois, oui, vous pouvez vous sentir heurté, mais en fait, il n'y a pas à se sentir si heurté que ça, parce que pour le coup, les Italiens ne sont pas rancuniers, et 5 minutes après, ils seront de nouveau, à moins que vous ayez tué leur chat, enfin un truc comme ça, mais ça devient vos best friends de nouveau 5 minutes après. L'engueulade est passée et l'orage est fini, quoi. Et donc, dans le sens positif, ne soyez pas non plus désarçonnés si les gens sont très amicaux avec vous dès le début. S'il y a des cœurs dans les messages, moi ça m'avait un peu surprise de mes colocs que je connaissais à peine. Par exemple, autre exemple, j'habitais à Florence, dans le quartier de Novoli, le quartier universitaire, il y avait une petite place vers chez moi, et au bout de 2 fois où je suis allée dans le même café le matin, la serveuse et la patronne du café m'appelaient déjà Tesoro ou Amore, donc trésor ou mon cœur. Et c'est assez surprenant pour nous en France parce que, peut-être que j'habite pas dans le bon endroit de la France, mais j'ai jamais vu personne faire ça. Et très vite dans les magasins, ils discutent avec vous, ils sont très chaleureux, etc. et très enthousiastes. Et donc ça c'est ce que je trouve positif. Moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Vos voisins vont beaucoup plus vous parler, par exemple qu'en France dans un immeuble, moi c'est très rare que je connaisse mes voisins. Et partout en fait, les gens sont beaucoup plus chaleureux. Et justement par exemple, si vous êtes en Erasmus en Italie, n'hésitez pas pendant les cours, si vous êtes en difficulté, à demander de l'aide aux étudiants italiens parce que moi, tous les Italiens à qui j'ai pu m'adresser pendant les cours de droit ont toujours été hyper contents de m'aider. Déjà hyper contents de parler avec quelqu'un qui faisait Erasmus parce que les Italiens, j'ai l'impression, ont ce truc d'être flattés en fait, qu'il y ait des gens qui ont envie de venir vivre en Italie, etc. Pour eux, c'est cool, c'est que vous ayez fait l'effort d'apprendre leur langue et tout, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Parla italiano! Parla italiano! Complimenti! Complimenti! Parla italiano, bravo! Et comme eux, c'est des gens très gentils, s'ils ont 4 mots de français, ils vont essayer de vous sortir les 4 mots de français pour être gentils avec vous. Et en tout cas, moi, personne n'a jamais hésité à me prêter un cours, à me donner de l'aide, donc n'hésitez pas à la demander si vous en avez besoin. Et en plus, souvent, vous ferez des rencontres tout à fait sympas. Alors une autre chose à laquelle il faut vous préparer si vous allez étudier en Italie, qui moi m'a un peu désarçonné, surtout du coup là pour les étudiants en droit je parle, parce que de ce que je vois en parlant avec des étudiants d'autres matières en France, la fac de droit c'est quand même très rigide comme fonctionnement, mais du coup si vous le faites vous allez vous reconnaître dans ce que je dis. En licence surtout, j'ai toujours été habituée à ce que le prof détienne un peu la vérité absolue, ou en tout cas qu'il se positionne comme tel. Vous allez dans des cours où vous êtes extrêmement nombreux en amphi, et vous n'avez pas à intervenir en fait pour parler avec le prof, et surtout vous ne pouvez pas trop vous le permettre parce qu'ils considèrent que vous ne savez rien et qu'ils ont raison. Et même les TD, ça reste quelque chose de très rigide, où la discussion est assez guindée. Et donc en Italie, ils ont une pédagogie qui est totalement différente. Déjà, moi j'ai eu aucun cours en amphi. Bon, peut-être parce que du coup j'avais des cours de Master 2, donc si vous avez des cours plus de licence 1 ou 2, vous serez peut-être plus en amphi, c'est possible. Et puis ça dépend aussi de la ville où vous serez sûrement. Du coup, ils ont une pédagogie qui est beaucoup moins prof-élève et qui est plus une espèce de discussion. Alors je dis pas, vous devez respecter votre prof, mais vraiment les gens se permettent d'intervenir en cours beaucoup plus facilement et surtout des fois de vraiment remettre en question ce que dit le prof et d'une façon qui des fois moi me paraissait pas toujours très respectueuse, pas toujours avec les formes.
vraiment comme ils pourraient discuter avec leurs potes au café du coin. Je vous recommande quand même pas de prendre ces libertés-là, mais n'hésitez pas à intervenir et à profiter de ce que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup moins sérieux pour vous entraîner à parler à l'oral. Surtout, pareil, moi j'ai, à part exception chez un prof, les profs étaient toujours contents qu'il y ait des étudiants Erasmus dans les cours, ils étaient contents de le prendre en compte et ils étaient contents que vous fassiez l'effort, pareil, de parler italien, d'essayer de vous intéresser à la matière. Et du coup, les profs, voilà, pareil, sont beaucoup moins autoritaires et beaucoup moins sévères. Vous pouvez facilement aller leur demander de l'aide et ils ont ce truc, voilà. En général, c'est pas des cours magistraux comme on fait en France. Et moi, ce que j'ai beaucoup connu en Italie, c'était de la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on vous donne des lectures à faire avant de venir au cours, et le cours est plus un débat sur les lectures qu'on a faites que le prof qui va se mettre à vous dire bon, grand 1, petit a, bien. Par contre, chose qui peut fortement vous désarçonner si vous êtes en droit en Italie, il n'y a pas de plan, hein, donc, parce que je sais qu'en France, vraiment, vous avez l'habitude quand le prof va arriver, et moi j'aime bien, ça me rassure, j'aime bien comprendre où on est. Le prof va dire, on reprend au petit a, du 2, du grand 1, etc. Et vous savez où vous en êtes. Alors qu'en Italie, à chaque fois, c'est une espèce de discussion qui commence. Le prof va pas du tout vous rappeler où vous en étiez avant. Et surtout, en fait, lui-même n'a pas de plan, hein. Il avance dans l'inconnu, comme ça. S'il a vu un truc à la télé la veille qui lui a plu, il peut faire 1 heure dessus sans aucun souci. Et puis ça sera jamais à l'examen, enfin c'est complètement, c'est beaucoup moins structuré, donc ça c'est un petit peu l'inconvénient. Mais vraiment, les profs essaient de faire plein de choses pour vous impliquer. Moi quand j'étais à Novoli, il y avait plein de conférences et plein de choses intéressantes qui étaient mises en place. Du coup, même si vous êtes en Erasmus et que il y a des matières entre guillemets qui vous serviront moins en France, n'hésitez pas à vous impliquer et à profiter de ça parce que moi j'ai appris plein de choses hyper intéressantes dans des matières que j'aurais pas pu faire en France. Alors, autre point auquel il faut vous préparer par contre, c'est que du coup vous partez 1 an et que vous allez rater des trucs qui seront enseignés en France. Moi, ce que je vous conseille quand même pour ne pas être complètement débordé quand vous revenez, surtout si vous passez en master l'année d'après, dans un domaine assez spécifique, c'est d'essayer quand même de récupérer un peu l'été. Je vous dis pas d'apprendre tout par cœur, de réviser, etc. Mais de voir quand même ce qui a été fait. Moi, par exemple, quand je suis revenue d'Italie, bon, j'ai eu 1 an de trou où j'ai fait autre chose avant de reprendre les études. Mais là, cette année, quand j'ai fait mon master, je faisais un master en droit des affaires et j'avais raté les cours de fiscalité notamment et d'autres trucs, on va dire en civil. Et ça aurait été quand même assez problématique que j'ai absolument rien lu à ce sujet. Donc vous laissez pas déborder quand vous revenez parce que vous vous mettez en difficulté tout seul, donc profitez du temps que vous avez pour récupérer un petit peu ce qui a été fait. Et un autre conseil, et là qui s'applique à tout le monde, pas forcément aux gens qui seront en Italie, mais laissez-vous le temps de récupérer quand vous rentrez parce que forcément revenir à la vie normale ne sera pas facile et il faut admettre que vous avez le droit d'être un peu déboussolé et un peu triste au début et ne pas vous mettre une pression de dire maintenant j'ai pas de raison d'être triste, il faut que je me remette dans le bain, on repart comme en 40. C'est normal que ce soit un peu difficile et il va falloir du temps pour reprendre vos marques, mais dites-vous que vous avez ramené avec vous tout le positif de votre expérience et vous repartez pour en faire un truc bien, de nouvelles choses avec vos acquis, c'est à ça que ça sert. Du coup, les derniers petits conseils que j'avais à propos de l'Italie, c'est n'hésitez pas à vraiment vous immerger dans tout ce qui est culturel qui vous est offert. C'est un pays où il y a tellement de choses accessibles d'un point de vue richesse artistique. Moi, j'étais pas une passionnée de peinture, etc. avant d'aller en Italie et j'ai fait les musées, il y a plein de choses qui m'ont plu. Donc, dépassez un peu vos limites que vous pouviez avoir avant sur ce sujet-là. N'hésitez pas, parce qu'en plus il y a plein de trucs où c'est gratuit, donc au pire vous ne perdrez pas vos sous et ça ne sera pas une perte de temps. Immergez-vous là-dedans et profitez de la nourriture. Et ne vous dites pas des trucs débiles du genre je vais grossir ou quoi, vous êtes 1 an en Italie, il faut manger les enfants. Il y a trop de bons trucs à manger pour que vous vous disiez ah non, nanana, je vais prendre une salade. En Italie, il n'y a pas de salade. Déjà, de toute façon, dans les restaurants, je vais pas vous mentir, j'ai pas souvenir qu'il y ait de la salade parce que on va pas au restaurant pour manger de la salade. Donc profitez de ce qu'il y a. Si vous allez à Florence, il y a plein de super bons endroits. Le Giova, c'était mon restaurant préféré. Si vous êtes là-bas, vraiment, vous devez aller manger. Il y a la pizzeria, il y a Da Michele, il y a Livio, c'est plein d'endroits super. Et ben en fait, il y a très peu de chances pour que vous mangiez mal ou que vous tombiez mal, donc explorez autour de vous. Et donc si vous faites l'Erasmus en Italie, voilà, moi je peux que vous encourager aussi à profiter, surtout si vous êtes là 1 an, pour bouger d'une ville à l'autre parce qu'il y a tellement de villes magnifiques à voir. Par exemple, si vous êtes à Florence, sans partir à l'autre bout du pays, vous pouvez visiter la Toscane, qui est vraiment une région magnifique où il y a plein de petits villages à voir.
Il y a tous les petits villages où ils produisent justement le Chianti. Et il y a d'autres villes, il y a Sienne, il y a Lucca, il y a le village de San Gimignano, de Pienza, etc. C'est des endroits très très beaux qui sont facilement accessibles en train. Et vraiment, ce serait dommage de ne pas en profiter, de ne pas aller découvrir. Vous avez d'autres villes comme Bologne, etc. qui sont pas très loin. Et même en fait, Rome, ça reste totalement faisable en train de partir quelques jours ou de trouver des solutions pas chères. Et vraiment, tout le pays, il y a plein de choses différentes à découvrir. Donc en un an, ça ne peut que vous enrichir d'en profiter. Et petit avantage, d'ailleurs, si vous le verrez vous-même, mais les trains ne sont pas chers en Italie. Comparé à la France, c'est très facile de bouger d'un endroit à l'autre, sans complications du style carte de réduction, etc. Il n'y aura pas ce souci-là. Complications administratives possibles en Italie, ne paniquez pas. Quand vous arrivez, il faut faire le codice fiscal. Je ne l'ai pas bien prononcé, mais bref. Je vous le dis parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant en allant, et surtout ne paniquez pas quand il faut le faire. Par contre, c'est vrai que dans la plupart des villes, vous risquez d'être confronté à des agents du service public qui ne parlent pas l'anglais. Donc ce que je peux vous recommander, c'est d'attendre peut-être les quelques premiers jours pour vous faire, si vous ne parlez pas italien, un copain d'Erasmus ou quelqu'un qui pourra y aller avec vous, ou votre coloc ou je sais pas quoi, qui pourra y aller avec vous pour vous aider à vous débrouiller. Parce que si vous partez tout seul à l'inconnu sans parler italien, ça va être compliqué, et quand vous ne faites pas du tout d'effort pour parler italien, par contre, ça peut énerver un petit peu les Italiens, surtout les gens de l'administration, qui sont comme en France, des gens un petit peu chafouins. Ça ne risquera pas de vous dépayser. Donc voilà, c'était la petite info. Et du coup, sur tous les conseils que je peux vous donner pour l'Erasmus, un truc sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais Erasmus. J'aime pas toujours les trucs où on dit il faut profiter. Je me dis qu'est-ce que ça veut dire profiter. Donc ne vous mettez pas de pression à dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Vous ferez bien ce que vous avez envie de faire, ce qui vous plaît. Je sais que c'était quelque chose qui pouvait avoir tendance à m'agacer au deuxième semestre quand j'étais en Italie. Il y avait une fille qui était avec moi et qui était vraiment à fond dans les cours parce qu'elle allait finir ses études et qu'elle avait envie d'avoir une mention. Elle savait qu'elle aurait besoin justement de bons résultats pour certains jobs auxquels elle voulait accéder. Et il y avait d'autres gens de son groupe de potes qui faisaient des remarques, tu sors pas, t'es enfermé, tu gâches ton Erasmus. C'est quoi gâcher son Erasmus? C'est vous qui décidez ce que vous en faites. Et si vous avez envie aussi de vous investir à fond dans les cours, faites-le. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, donc faites ce que vous avez envie. Et surtout, ne paniquez pas si vous vous sentez pas très bien parce que, par exemple, c'est arrivé à une connaissance que j'ai faite au tout début de l'Erasmus, à une amie française qui se sentait pas bien parce qu'elle était venue en Erasmus. Alors, du coup, double conseil en un, partir en Erasmus ne va pas résoudre vos problèmes. Partir d'un endroit pour aller dans un autre, que ce soit en France ou à l'étranger, ne résout jamais aucun problème. Vos problèmes viennent avec vous dans votre cerveau. Alors certes, changer d'environnement, commencer quelque chose de nouveau peut vous aider, et elle au final ça l'a aidé. Ça a mis du temps mais ça l'a aidé. Mais je veux dire, ça ne va pas résoudre vos problèmes du jour au lendemain. Que vous ayez quitté votre mec, que vous ayez perdu quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Tout ne peut pas se résoudre par magie, ça n'est pas possible. Et du coup, il faut pas paniquer au début de vous dire « Ah tiens, je me sens pas giga heureux, je me sens pas super bien là où je suis » parce que il faut un temps d'adaptation différent à tout le monde. Surtout qu'il y a des gens qui étaient avec moi en Erasmus qui avant ça n'étaient pas jamais partis vivre très loin de chez eux, etc. Donc tout le monde doit apprendre à faire ça. Et il n'y a pas d'obligation au bonheur, quoi. Je veux dire, ça n'existe pas. Il faut vous laisser le temps de vivre les choses et l'important c'est de bien vous entourer de gens qui seront gentils avec vous et qui pourront vous aider dans vos difficultés, mais sans vous mettre une espèce de pression ridicule et je dois faire ci et je dois faire ça. Moi j'ai eu la chance en Italie de trouver vraiment au premier et au deuxième semestre des amis très bienveillants, des gens avec qui je suis restée proche maintenant. Ça c'est une question que peut-être les gens qui vont faire Erasmus se posent, est-ce que c'est des vraies amitiés qui durent, etc. C'est un truc d'ailleurs que le film L'Auberge espagnole laisse un peu en suspens, on sait pas au final à la fin du film là s'ils se reverront ou pas. Ça dépend complètement des expériences. J'ai des amis français qui ont fait Erasmus et qui n'ont pas du tout gardé contact avec leurs potes qui s'étaient fait là-bas. Moi, dans mon cas, je suis en contact avec quasiment tout le monde. J'ai revu la plupart des gens et je suis encore très proche de certains d'entre eux maintenant. Et toutes les personnes qui ont vraiment fait partie de ma vie à ce moment-là, elles auront toujours une place très spéciale. Pour moi, c'est une expérience humaine d'abord, mais je pense que chacun l'envisage à sa façon. Mais si vous la vivez avec des gens qui la vivent comme vous, ça restera des gens qui font partie de votre vie, je pense. Donc voilà, un truc sur lequel il ne faut pas s'inquiéter. Et l'important, c'est de se sentir bien avec les gens qui nous entourent.
et ça c'est important. Donc dernière chose aussi, vraiment n'hésitez pas à parler dans les langues que vous venez parler justement, que ce soit l'anglais ou la langue locale. Au début on a l'impression qu'on parle pas bien, qu'on a un accent, et surtout par exemple dans mon cas, en Italie, j'étais avec pas mal de potes allemands qui parlent un super anglais. Ça peut vous mettre une pression de vous dire que votre niveau n'est pas égal au leur. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Vous avez l'impression de mal parler. Il n'y a qu'en parlant que vous finirez par vous améliorer. Et vraiment, moi je l'ai constaté dans les deux langues, notamment dans mon deuxième semestre où j'ai plus parlé italien en cours et avec des locaux italiens que j'avais rencontrés. Les progressions sont très rapides, donc il faut vraiment s'accrocher et vous allez voir vous-même les paliers. Par exemple, moi mon niveau d'italien, j'ai vu que quand je suis arrivée, je parlais un italien très basique, je savais avoir une conversation avec quelqu'un, demander qu'on m'aide, suivre des cours. Même si suivre les cours au début c'est difficile, pareil, il faut vous accrocher et ça vient. Il n'y a pas... Personne ne trouve ça insurmontable, il faut s'accrocher. Et j'ai vu qu'après mon italien passait de très basique à je suis capable de raconter des potins, je suis capable de raconter une histoire, et stade ultime, je suis capable de m'embrouiller avec ma coloc et de me défendre en disant des gros mots, en lui criant dessus. Ça c'est le level de langue suprême. Grandissimo me merda. Vous avez atteint le best quand vous êtes capable de faire ça, et donc si j'ai réussi, vous êtes capable aussi. N'hésitez pas, pareil, il y a des cours de langue qui sont offerts aux Erasmus, donc n'hésitez pas à vous impliquer pour progresser. Et l'anglais, c'est pareil, il y a qu'en tentant, qu'en essayant que vous y arriverez. Une chose, voilà, un avertissement que je donnerais. Je trouve que c'est pas une très bonne idée de se faire que des potes francophones pendant l'Erasmus, parce que vous allez rester dans votre petit groupe de français, surtout voilà, de rester en plus qu'entre français. Au final, vous passez pour un groupe de colonisateurs qui viennent se poser là pour vivre entre eux. C'est pas très malin et surtout c'est pas très enrichissant pour vous parce que vous allez vivre un peu comme des touristes au final et vous allez pas vous ancrer dans votre environnement comme ça pourrait être le cas si vous étiez avec des natifs du pays et avec des gens d'ailleurs. L'expérience elle sera beaucoup moins intéressante et en plus c'est pas comme ça que vous allez progresser du coup dans une langue étrangère en restant tout. Par contre, ça peut être bien d'avoir une ou deux personnes qui sont originaires de France parce que des fois ça fait du bien de pouvoir parler français, d'avoir quelqu'un qui comprend votre langue sans que vous ayez à réfléchir à parler dans une autre langue et de quelqu'un qui comprend vos références culturelles. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ouais, c'est pas faux. Qui comprend votre comportement parce que mine de rien on a un peu intégré une autre nationalité. Donc ça peut aussi quand même faire du bien. Moi j'avais aussi des amis français. Les deux sont positifs. Je pense que c'est bien d'avoir les deux. Et pour tout ce qui est logistique, enfin, ça peut paraître paniquant de chercher un appartement loin, surtout en Italie où tout est chaotique, où comme je vous l'ai dit, il peut y avoir de la sous-location et des trucs un peu compliqués. Mais ça c'est pareil, j'ai connu aucun sans-abri, ça finit par se résoudre. Si vous partez en Italie, il faut surtout chercher sur les pages d'annonces Facebook, etc. de groupes d'étudiants sur internet parce qu'il n'existe pas vraiment de sites sur l'immobilier comme on peut avoir en France. J'ai pas trop trouvé d'équivalent, donc vraiment c'est en allant discuter directement avec des étudiants qui proposent des chambres, etc. que vous trouverez. À garder en tête qu'en Italie, ou en tout cas à Florence, ça se faisait très peu d'habiter tout seul, il n'y avait aucun appartement à louer comme on peut avoir en France autour de 500 € où vous pouvez vivre tout seul. Il y a de grandes chances que vous soyez obligé d'habiter avec d'autres gens, donc il faut vous conditionner mentalement. Et s'ils sont pas fous, ça se passera très bien. Moi, tous les gens autour de moi, ça s'est passé relativement bien. Donc, pas d'inquiétude logistique pour ça. Et voilà. Mais en tout cas, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous dire que c'était une expérience qui, moi, m'a énormément apporté. Et je pense vraiment que ça peut vous apporter que du positif. De la confiance en vous et une ouverture aux autres. Au final, j'ai l'impression que vous pouvez pas faire Erasmus et après être insensible aux problématiques du monde autour de vous parce qu'en fait, ça finit toujours par toucher un de vos amis que vous vous êtes fait, ce qui se passe quelque part ailleurs. Ça vous rend meilleur au final. C'est comme ça qu'on fait l'Europe, plus qu'avec le Parlement et ce genre de choses. C'est en devenant tous proches les uns des autres. Donc vraiment, c'est une super bonne expérience. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à partir. C'est un challenge et vous serez content de le faire. Et au moment où vous le vivez, vous serez très content. Moi, j'ai vécu plein de trucs de ouf. Ça m'a aidé à me dépasser, surtout socialement. J'ai appris à boire aussi. Franchement, vous reviendrez avec une capacité à descendre de l'alcool où vous pourrez étaler tous vos amis français. Ça se perd très vite. Avec le Covid, j'ai tout perdu. Mais bref, vous allez faire plein de nouvelles expériences. Ah oui, je fais un petit disclaimer aussi parce que tout le monde croit qu'on part en Erasmus pour pécho. C'est bof vrai. Moi, j'ai l'impression que tout le monde était en couple quand je suis arrivée là-bas.
Et honnêtement, j'étais pas dans un groupe d'amis où c'était la folie, où tout le monde péchotait tout le temps. Donc ça, je pense pareil, ça dépend où vous tombez. Mais ne vous dites pas que c'est pas normal si vous n'êtes pas en mode fiesta caramba et que vous trouvez pas un plan tous les soirs. Moi, c'était pas comme ça, c'était un peu moyen, on va dire, mais... Pareil, il n'y a rien de normal. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, tous les conseils que je pouvais donner, etc. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à réagir en commentaire et surtout à me partager. Si vous avez d'autres questions, si vous partez en Erasmus, posez-les dans les commentaires. Et si vous avez déjà fait l'expérience et que vous avez envie d'en parler, pareil, n'hésitez pas. Et en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.